BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, journaliste à la rédaction de BFM Business. En quelle année avez-vous choisi d'arrêter notre machine à voyager dans le temps, Alexandra ? 1973, Emmanuel. Ce sont les 50 ans du premier choc pétrolier, donc de 1973. Et on va s'intéresser aujourd'hui à La face cachée du pétrole, publié en 2007. Un livre qui nous dévoile une version contestée, mais qu'il faut connaître, de cette crise de la fin du XXe siècle qui aura beaucoup de répliques. Alors, on parle de version contestée dans un livre qui est écrit par un auteur qui est lui-même un peu sulfureux. Alors, Éric Laurent. Ouais. Donc oui, il faut le dire. Oui, il faut le lire, bien sûr. Mais parce que sa thèse est intéressante. Alors, et qu'il n'est pas la seule à la partager et qu'il faut effectivement la connaître. Alors, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. En revanche, évidemment, les précautions d'usage. Oui. Il est effectivement très sulfureux, cet auteur-là. Alors, il y a les grands reporters au Figaro Magazine dans les années 80, spécialisés en géopolitique. Il est notamment l'auteur de portraits de grandes personnalités internationales, dont... Et c'est la fameuse affaire Hassan II qu'il est soupçonné d'avoir fait chanter en échangeant la non-publication d'un livre de révélation sur son régime contre de l'argent. Mais en ce qui nous concerne et sur ce livre... Ce qui nous intéresse, c'est que c'est quand même un spécialiste des marchés pétroliers. Et donc, quelle est la thèse qu'il défend sur le choc pétrolier ? Alors, lui, il dit « Ce choc pétrolier, c'est le fruit d'une entente entre les pays de l'OPEP » et les grandes compagnies pétrolières. Je vous explique que les États-Unis auraient pu... Il explique que les États-Unis auraient pu, en réalité, limiter les pouvoirs de l'OPEP, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eux-mêmes soutenu leurs compagnies pétrolières et avec elles la flambée des prix du pétrole pour maintenir leur hégémonie mondiale. Un jeu de billard à trois bandes, plus politique qu'économique en fait. L'idée... Grâce à des prix élevés de l'énergie, vous me suivez, diminuer la capacité concurrentielle de l'Europe et du Japon sur les marchés internationaux et transformer leur dépendance énergétique envers l'OPEP, donc en dépendance envers les États-Unis, en rendant ainsi compétitives leurs propres sources d'énergie internes. D'accord, le raisonnement se tient. Et la morale de cette histoire, vous deviez me dire ? Oui. Alors, la morale de cette histoire, Emmanuel, c'est, et je vous cite Éric Laurent, « Le pétrole, c'est comme une petite amie. Un jour, elle vous brisera le cœur. Il vaut donc mieux la quitter avant. » Oui, c'est ce que tous nos pays essayent de faire et on voit à quel point c'est difficile. Merci beaucoup, Alexandra Paget. Et c'est l'heure de retrouver notre globe-trotter et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, on commence avec cette question cruciale. Qui dirigera Gaza après l'opération Déluge d'Al-Aqsa ? Oui, l'opération du Hamas, c'est l'opération Déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom qu'a donné le mouvement palestinien à son offensive contre Israël le 7 octobre. Tandis que se multiplient en ce moment les évaluations quant à la nature de cette attaque, certains analystes dans cette région, issus de cette région, passent déjà à une supposée phase ultérieure, celle où, hypothèse, le Hamas serait anéanti par les Israéliens, ce qui supposerait de penser à la gestion de la bande de Gaza d'après. Karim El-Kadi travaille au Caire pour le Centre Al-Ahram d'études politiques et stratégiques. Lui pense qu'Israël pourrait ne pas être en mesure de déraciner, je cite, le Hamas de l'administration de ce territoire, comme l'ont fait dans un premier temps les États-Unis avec le régime taliban après les attentats du 11 septembre 2001. L'expert égyptien considère qu'Israël n'a pas les capacités de réoccuper et d'administrer durablement la bande de Gaza. Le gouvernement Netanyahou, écrit-il, devra alors gérer directement les affaires de 2 300 000 personnes, ce qui selon lui représentera un trop grand fardeau politique, militaire, économique à l'échelle d'un pays comme Israël, même soutenu à bout de bras et sans réserve par l'Occident. Quelles
alternative alors. L'autorité palestinienne de Cisjordanie, inconcevable selon lui qu'elle accepte encore un rôle de supplétif administratif. Le djihad islamique, totalement impensable pour les Israéliens. Karim El-Kadi considère dès lors qu'une telle occupation limitera les capacités d'Israël de manœuvrer sur plus d'un front. Et cela redonnerait donc à l'Iran et au Hezbollah libanais soutenu par Téhéran les moyens d'opérations ultérieures. L'occupant, selon l'auteur, épuiserait non seulement ses ressources humaines et matérielles, mais aussi ses propres institutions politiques et économiques, d'autant que les Israéliens verraient entre-temps s'écrouler définitivement leur grand projet de conclure le cadre de coopération économique, agricole et énergétique avec les monarchies de la péninsule arabique, à commencer avec l'Arabie saoudite. En fonction de tous ces paramètres, Karim El-Kadi n'écarte donc pas que le Hamas se maintienne au pouvoir. On revient sur la crise de la Silicon Valley Bank, Benahouda, et ses impacts sur les banques latino-américaines. Oui, c'est un zoom sur la résilience de ces banques latino-américaines effectué par 3 économistes de l'Institut Royal Elcano à Madrid. L'effondrement de cette banque, qui fut la référence, rappelons-le, californienne du financement des startups, s'est produit en mars dernier. Il a beaucoup été question des turbulences financières internationales que cela a déclenché, mais d'abord aux États-Unis, en frôlant le pire même. Judith Arnall et ses collègues établissent un contraste saisissant avec les effets tout à fait minimes sur le secteur bancaire de l'Amérique latine. Il s'avère que les niveaux de capitalisation de ces banques latino-américaines sont plus du double de ceux exigés par Bâle III. Bâle III, c'est ce dispositif réglementaire international, le cadre pour les banques. Leur matelas de sécurité donc, en Amérique latine était donc beaucoup plus épais. Leur gestion du risque est nettement plus resserrée. Ces établissements d'Amérique latine ont en fait une préparation, une habitude, écrivent les auteurs, à la résistance au cycle de hausse des taux d'intérêt, sans commune mesure avec leurs homologues des États-Unis ou d'Europe. Cette analyse montre comment ces banques du Sud ont l'habitude d'opérer dans des contextes de volatilité, de crise financière récurrente. Elles gèrent bien davantage de la dette variable ou bien indexée sur l'inflation. En quelque sorte, elles ont l'expérience de la crise. Surtout, les économistes de l'Institut Elcano soulignent que ces banques détiennent dans leur bilan de la dette publique dont la maturité moyenne est inférieure à celle des économies avancées. D'après les calculs joints, près de 75% sont à moins de 5 ans. Le danger dans cette optique apparaît alors davantage maîtrisable. Tout ceci conjugué, somme toute, a permis de très bien encaisser ce choc Silicon Valley Bank. Et pour les auteurs, la nouvelle est d'autant plus intéressante du point de vue de l'Espagne que l'expansion internationale des grands noms de la banque espagnole s'est concentrée précisément sur l'Amérique latine. Et on termine notre tour du monde par le Japon. Benahouda, avoir une assurance maladie universelle, quel impact sur les dépenses dentaires des Japonais? Alors, il s'agit d'une recherche collective à partir de données fournies aux auteurs par le ministère japonais de la Santé et de la Protection sociale. Yukihiro Sato et ses collègues travaillent pour 2 institutions scientifiques du pays et ils se sont demandé comment les dépenses de plus en plus substantielles consenties par la collectivité nationale pour les soins dentaires varient en fonction de l'âge, du type de service rendu et de leur durée. Alors, en 1984, ces dépenses étaient de 1960 milliards de yens. En 2020, ce budget a atteint les 3 000 milliards de yens, pratiquement 19 milliards d'euros pour les soins dentaires au Japon, alors que la population diminue depuis 2008. Ouais. Et on souligne en même temps que le remboursement au Japon des soins dentaires, somme toute, un système là, comme dans d'autres pays industriels à l'acte standardisé, se révèle relativement faible par rapport à la moyenne de l'OCDE. L'augmentation de la dépense se constate particulièrement parmi les personnes âgées de plus de 65 ans. Il y a dans cette tranche de la population, dont la proportion ne cesse d'augmenter au Japon, une multiplication des frais par plus de 2. Il y a un point important aussi mis en exergue, c'est la hausse des prix des métaux précieux qui se répercutent sur les soins dentaires. Mais parallèlement à ce mouvement qui suit bien entendu la pyramide des âges, il s'avère que la part consacrée aux dépenses en couronne, en prothèses, diminue assez nettement et vite. En 1996, c'était la moitié du total. 5 ans plus tard, cela descendait à moins d'un tiers. On voit dans les éléments analysés aussi que chez les 0-14 ans, c'est la prévention médicale, l'orthodontie, qui concentre de plus en plus les dépenses, ce qui modifie radicalement l'approche à venir de ce segment de la protection sociale. On passe d'une dentisterie du traitement, je cite, à une dentisterie de gestion. C'est un changement de la conception d'aller chez le dentiste au Japon qui est en train de se jouer. Absolument passionnant. Merci beaucoup. Benahouda, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Julien Damon, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Eh bien, j'ai pris la livraison de Questions internationales, une des revues phares, il en reste peu d'ailleurs, de la documentation française sur les inégalités dans le monde. C'est donc le numéro de l'automne 2023. Et vous avez là un point général avec des points de vue différents sur les techniques de mesure, les impacts, les situations, les évolutions, les perspectives de ce sujet majeur. Vous avez entre autres un papier de synthèse de François Bourguignon sur la mesure des inégalités en niveau de vie, un article du philosophe Patrick Savidan sur les impacts des inégalités sur la démocratie. Et donc, si vous voulez à peu près tout savoir, vous allez avoir des points très sérieux sur les inégalités entre générations, les inégalités monétaires, bien entendu, les inégalités entre sexes, les inégalités de santé. Je vous invite à compulser cet excellent numéro. Christian Chavagneux. Un petit livre sur le regard des économistes sur l'économie sociale et solidaire. Une vingtaine d'économistes ont été sollicités. Pardon, beaucoup plus d'économistes ont été sollicités, mais tous les économistes orthodoxes ont refusé de répondre. Signe que l'économie mainstream a quand même du mal à penser l'entreprise. Alors l'entreprise dont le but est une lucrativité limitée, encore plus. Donc pour la vingtaine qu'on a, qui restent des économistes à peu près hétérodoxes, de Robert Boyer, Éloi Laurent, Blanche Segrestin et plein d'autres, ils connaissent plutôt bien ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Ils appuient sur les forces, mais aussi sur les faiblesses. Et si on veut faire le tour, si on ne connaît pas bien le sujet, qu'est-ce que c'est que ce projet entrepreneurial qui est aussi un projet de société? Voilà un bon petit ouvrage pour se plonger dans le sujet. Eh ben, écoutez, moi je vous emmène sur d'autres chemins, celui du dernier cortège de Castro. J'ai été surpris par ce livre. Alors l'auteur, on ne l'attendait pas là, c'est Matthias Fekl, qui était secrétaire d'État au commerce extérieur, qui a été ministre de l'Intérieur. Et donc il nous raconte finalement avec comme fil conducteur le dernier cortège de Castro qui va traverser Cuba pendant plusieurs jours entre La Havane et l'Oriente. On est en 2016 et donc à travers ce cortège et ses haltes, il remonte l'histoire de Cuba. Et c'est, ma foi, ça se lit extrêmement bien. C'est passionnant. Il raconte tout, finalement, à la fois les succès, la santé, l'éducation, autant où Cuba était aidé par l'Union soviétique, et puis l'effondrement qui a suivi. Franchement, j'étais assez bluffé. C'est assez réussi. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.